Monsieur Aleno. Oui, nous avons beaucoup parlé des autres, nous allons parler des nôtres. L'invocation des droits de l'homme, c'est très bien, mais nous parlons en France de droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire de nos concitoyens et de nos compatriotes. Monsieur le Président, donc, chers collègues, si une minorité de Français surreprésentés, il est vrai, dans cette Assemblée, comme dans l'ensemble de la classe politique, et aussi bien à droite qu'à gauche, persiste à tenir l'immigration pour une chance, tant pour elle la mondialisation est conforme à ses intérêts, de plus en plus de nos compatriotes, eux, au contraire, n'en peuvent plus face à la déferlante migratoire qu'ils subissent et qui, toujours plus massive et incontrôlée, s'annonce et vient. Non pour ces Français du peuple qui n'appartiennent ni à l'hyperclasse mondialisée, ni à ceux minoritaires donc tirant d'une façon ou d'une autre profit de la planétarisation des réseaux et des flux humains en particulier, pour ces Français qui pour autant n'ignorent nullement les drames humains qui la nourrissent et l'accompagnent, l'immigration de masse n'est pas une chance. Bien au contraire, ils la vivent comme faisant peser sur leurs conditions d'existence les plus lourdes menaces, menaces culturelles et sécuritaires, mais tout aussi bien économiques et sociales. Ces Français du peuple, dont les politiques que nous sommes devraient être mus par le seul souci de défendre les intérêts, seront, et ils le savent, les premières et principales victimes de la crise des migrants, cette crise provoquée pour partie par une politique étrangère inféodée et inconséquente et résultant tout autant du capitalisme financier mondialisé, l'immigration constituant ce lumpen-prolétariat requis par le stade contemporain du capitalisme. Ce péril migratoire, qui n'était jusque-là qu'un sujet pour partie lointain en Pays de la Loire, nous concerne désormais au premier chef. Nous en constatons les manifestations visibles par l'accueil régulier et croissant de populations d'Afrique et du Moyen-Orient. L'arrivée de 50 migrants est par exemple annoncée à Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Certes, le maire de cette commune montre des réticences à accueillir ces personnes, mais il le fait finalement assez mollement, contraint qu'il est par une décision arbitraire de l'État qui ne cesse, aux dépens de la protection qu'il devrait prêter d'abord aux Français, de marquer une préférence étrangère favorisant ces populations dont nous ne méconnaissons certes pas la situation souvent dramatique, mais qui arrive, faut-il le rappeler, de manière massive et croissante sur les côtes européennes. Ainsi, en septembre 2015, Manuel Valls annonçait-il le déblocage de 600 millions d'euros pour organiser dans les 2 années à venir l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. À ce stade, notre pays a prévu d'accueillir 24 000 réfugiés ou réputés tels, en plus des 9 000 initialement annoncés. Ces personnes arrivent principalement d'Érythrée, d'Afghanistan, ils viennent du Nigeria, du Mali, de Gambie. En 2014, près de 15 000 demandes d'asile ont obtenu le statut de réfugié, à peu près 22% du total, et en 2015, ce nombre a explosé à 60 000. Avec l'augmentation des flux migratoires, augmentent aussi donc les demandes d'asile et la satisfaction donnée à celles-ci selon des critères toujours plus larges, en dépit des intérêts véritables de nos compatriotes. De surcroît, le Premier ministre déclarait il y a environ 1 an que toute personne qui souhaite solliciter la protection de notre pays doit être certaine de bénéficier d'un accueil, d'un hébergement et d'une prise en charge optimaux. Les Ligériens et Ligériennes doivent savoir quelle forme prend cette priorité étrangère. Il existe différents mécanismes comme l'allocation temporaire d'attente de 340 € par mois, l'allocation mensuelle de subsistance de 91 € par mois, l'accès automatique au régime d'assurance maladie, sans compter un certain nombre d'aides locales, communales ou intercommunales, relatives par exemple à la cantine pour les enfants, à l'inscription à des épiceries sociales ou la gratuité des transports en commun. Ces aides sont nombreuses, ceux qui en bénéficient sont eux-mêmes de plus en plus nombreux. Et leur nombre n'ira pas décroissant tant que la crise migratoire ne sera pas, si nous pouvons dire, résolue par la stabilisation des États, la non-ingérence diplomatique des pays occidentaux en Afrique et au Moyen-Orient et une refondation en profondeur de notre politique migratoire. Si nous comprenons l'impératif de solidarité et concevons que la France doive prendre une part dans la misère du monde, nous nous devons, au nom du peuple, de marquer nos réserves et notre défiance à l'égard de ce qui, rapporté à la misère sociale que connaissent tant de nos compatriotes, relève, comment ne pas le reconnaître, d'une véritable préférence étrangère donc. Et les Français sont fondés à de moins en moins accepter de systématiquement voir la priorité accordée aux étrangers, migrants, demandeurs d'asile ou autres, dans l'attribution des aides sociales.
Aussi, et tel est le sens du présent vœu qu'au nom du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine, je formule devant vous, nous demandons à la majorité, qui représente ici en quelque sorte la parole officielle de notre collectivité, de clarifier sa position sur la politique qui sera sienne durant l'année à venir relativement à l'accueil des populations migrantes. Notre groupe d'élus propose à notre Assemblée de s'inspirer par exemple de la proposition de notre ami Steve Briouat, maire d'Hénin-Beaumont. Monsieur Briouat a fait la proposition d'une association et d'une charte déposée il y a quelques semaines et s'intitulant « Ma commune sans migrants ». Nous l'espérons, Monsieur le Président, vous saurez vous aussi dire à nos côtés que l'accueil des migrants génère un coût financier et social que nos communes, soumises à la baisse des dotations de l'État, ne peuvent plus supporter, qu'il engendre encore des tensions avec les administrés, lesquels sont susceptibles de nuire à l'ordre public et fait peser un risque majeur sur la sécurité de nos concitoyens. Cette immigration favorisant de surcroît la pénétration d'islamistes radicalisés sur notre territoire. Qu'il menace enfin l'exercice des libertés individuelles garanties constitutionnellement et notamment l'égalité hommes-femmes que la culture d'origine de ces populations semble bien souvent méconnaître. Face à ce drame humain que constitue la crise des migrants, une réponse humaine certes s'impose, mais celle-ci ne saurait aller à l'encontre des intérêts des Ligériennes et Ligériens. De sorte qu'en faisant vôtre les termes de cette charte, vous saurez, Monsieur le Président, prouver que notre collectivité se place au rendez-vous des grands enjeux qui concernent notre territoire, avec humanité, mais sans faiblesse. Je vous remercie de votre attention. Le pire qu'on puisse faire sur ces sujets, c'est de les instrumentaliser. Parce qu'ils sont trop graves, ils sont trop lourds. Je voudrais dire que, selon les chiffres de l'ONU, 10 000 personnes, depuis 2 ans et demi, depuis janvier 2014, sont mortes en Méditerranée. 10 000 personnes, des enfants, des femmes, des vieillards, des familles. Et en même temps que nous devons tous avoir à l'esprit cette terrible réalité, il faut aussi avoir à l'esprit que les élus, les hommes politiques doivent agir avec 2 principes, celui du principe d'humanité et de responsabilité. Il y a une traite des hommes, des femmes, des enfants, comme au pire temps de l'histoire de l'humanité. Nous le savons tous. Et donc, nous devons traiter ce problème-là avec la bonne hauteur de vue. Malheureusement, depuis des années, parce que le sujet est ancien, nous avons commis, notamment en Europe, mais pas seulement, nous avons commis une succession d'erreurs. Première erreur, c'est que nous n'avons rien vu venir alors qu'il était possible de voir venir. L'action américaine en Irak a été catastrophique. Vous avez souligné un certain nombre d'autres pays. Je pense à la répression en Érythrée, je pense aux guerres civiles, au Mali, au Soudan, etc., etc. Mais ce que nous vivons est une répétition générale, malheureusement. Demain, les migrations économiques dues à la guerre, les migrations climatiques, frapperont à nos portes. La première erreur, c'est que nous n'avons pas su anticiper. La deuxième erreur, c'était celle du chacun pour soi et une incapacité, je dois le dire, de l'Europe à traiter le problème, à gérer ses frontières, à faire que l'accord de Schengen soit un accord. Ça a été, de ce point de vue-là, dramatique et on a vu des barbelés du nord au sud, pas seulement en Europe centrale, des pays d'Europe du Nord auxquels on ne s'attendait pas, ont dû se barricader. C'était la deuxième erreur. La troisième erreur, elle est allemande. Ça a été une double erreur. Une erreur d'Angela Merkel, que depuis elle a reconnue. Et on voit bien que le principe d'accueillir tout le monde peut porter des préjudices graves. La chancelière a dû rétroactivement
fermer un certain nombre de ses frontières, vous le savez. L'autre erreur, allemande aussi, c'était l'accord avec la Turquie, qui n'est pas un accord turco-européen, européen-turc, qui est un accord germano-turc, sans que la France, sans que l'Europe n'y ait quoi que ce soit à dire. Deux logiques qui ont été confondues, la logique des migrations, la logique des visas. On a donné à un dictateur les moyens d'un chantage sur les visas. Les démocraties européennes ont donné un blanc-seing à un régime qui se durcit. Je voudrais simplement vous rappeler que le rapport de la Commission européenne du printemps, de mars dernier, faisait état sur les 70 ou 12, je crois, critères pour les visas, pour la politique de visa, de simplement 10 critères remplis par la Turquie. Et on a eu aussi des erreurs françaises. À 2 reprises, le gouvernement a transmis au Parlement sur le droit d'asile, sur l'immigration, des textes qui n'ont rien traité. Alors que la Cour des comptes nous a indiqué que malheureusement, notre système devenait complètement grippé et que nous nous transformions en machine à créer, avec les déboutés du droit d'asile, des clandestins, rien n'a été fait pour traiter ce problème. Nous avons aujourd'hui 2 vœux. Et je pense que, par-dessus tout, il n'y a pas un camp du bien, un camp du mal. Je pense, par-dessus tout, que la tentation des hommes politiques, ça ne doit être ni l'instrumentalisation, évidemment, et que ce problème-là, on ne le résout pas, ni à coup de vœux, ni à coup de slogans, mais en agissant. 2 vœux qui sont finalement 2 positions polaires. Accueillir personne, accueillir tout le monde. Accueillir personne, accueillir tout le monde. Ces réponses que nous posent les migrations, qui sont des réponses humaines terribles, ce sont d'abord des réponses nationales. Et pour ce qui concerne la région n'a pas à dire ce qui est bien ou mal à chaque commune. Je pense que la région n'a pas non plus à financer telle ou telle commune qui ferait tel ou tel choix. Je pense que c'est une responsabilité régalienne de l'État, les politiques migratoires. Et je constate sur toutes ces politiques que quand les choses ne sont pas résolues au niveau national, c'est toujours sur les mêmes élus, les maires, que retombent les problèmes. Et c'est eux qui doivent se débrouiller avec les problèmes, avec leur financement, avec leur population. Je pense que, et c'est la ligne que j'ai toujours adoptée au Parlement ou dans mes fonctions électives, je pense que nous devons nous inspirer à la fois d'une ligne d'humanité, c'est ce que nous faisons. Je remercie le président Antoine Cheyrault de respecter ce principe d'humanité quand nous accueillons des mineurs isolés étrangers, notamment lorsqu'ils font l'objet de protection de conventions internationales. Nous en avons un certain nombre actuellement dans nos lycées. Il n'est pas question de les laisser à la rue. Bien sûr, principe d'humanité. Mais ce principe d'humanité doit s'accorder avec un principe de responsabilité. Ce principe de responsabilité, comme je l'ai dit, et quelqu'un le disait tout à l'heure, ce sujet qui est d'abord un sujet national, je ne souhaite pas que, aujourd'hui, les politiques sociales, par ailleurs, sont des politiques départementales. Ça n'est pas la compétence régionale. Voilà. Donc, ce qui est de notre compétence, nous assumons. En revanche, à l'heure où je parle, et Jean-Yves Le Drian me confirmait que la bataille de Mossoul est bien engagée, j'espère de tout cœur que prochainement Mossoul sera repris, que demain Raqqa sera repris, que les combats meurtriers à Alep cesseront. Mais je pense que nous avons peut-être une responsabilité, puisque la formation professionnelle, c'est notre compétence,
je vous proposerai en fin d'année, notamment pour un certain nombre de jeunes réfugiés qui sont au Liban ou en Irak et qui vont demain reconstruire leur pays. Je pense qu'alors nous avons, nous, une action généreuse, déterminée à conduire, qui sera cette action de reconstruction de ces pays, parce que un migrant, réfugié, demandeur du droit d'asile, lorsqu'il est déraciné, c'est de toute façon un drame. Et que lorsqu'on questionne un certain nombre de ces familles, et il m'est arrivé de rencontrer notamment des réfugiés irakiens ou syriens, croyez-moi, ce qu'ils souhaitent d'abord, c'est vivre en paix dans leur pays arabe, évidemment. Et je pense que là, nous pouvons précisément faire œuvre d'humanité, de générosité et avoir une action résolue. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je pense que, et je proposerai à la majorité de ne voter aucun de ces deux vœux. Merci de votre attention. Je vais donc soumettre aux voix le vœu présenté par le Front National, qui est favorable, qui s'abstient. Je vous remercie.